Et donc, après vous avoir dit bonjour, vous souhaitez la bienvenue dans cette École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille. Peut-être vous présenter les quelques personnes qui vont s'adresser à vous cet après-midi. Donc, je suis Pablo Loas, je suis le directeur de cette école depuis 1 an et ravi, donc architecte d'ailleurs praticien, enseignant en architecture et directeur de cette école. Et donc, moi, comme beaucoup d'autres que vous verrez tout à l'heure, on est assez représentatif de cette école qui est une école ancrée, on en parlera beaucoup, une école quand même assez réaliste à beaucoup d'égards et qui essaye de bien faire combiner action, faire et quand même pensée, réflexion, intellectualisme, même si ça devient, semble-t-il, un gros mot. Mais donc, c'est une école supérieure et donc elle a ce devoir de ne pas être seulement une formation professionnelle, mais une formation à une discipline, à des disciplines, architecture, paysage et urbanisme. Euh, vous présenter, c'est plus sympa d'avoir plusieurs voix. Oui, Jean-Michel Merchet, je suis enseignant depuis une vingtaine d'années dans cette école et j'ai migré de la formation architecture à la formation paysage quand elle s'est créée en 2004-2005. Bonjour, je suis Hélène Marcos, je suis artiste plasticienne et donc j'enseigne ici les arts plastiques et je suis aussi présidente du conseil d'administration. Bonjour, Cédric Michel, je suis architecte et maître de conférence dans cette école. Et on sera rejoint par Karim Derouiche, que vous avez déjà vu, mais qui est ressorti et qui est le directeur des études et qui est aussi sans doute une des personnes clés pour répondre à beaucoup de vos questions, qui resteront aussi des questions, j'imagine, très techniques, très précises sur Parcoursup et ses précédents et tout ça. Mais on va commencer par une présentation plus globale de ce qu'est l'école, de ce que sont ses études, parce que oui, on croit que candidater, puisque vous allez devoir candidater, on est dans un système sélectif. Répartissez-vous sur les marches, comme ça vous ne restez pas, parce que ça va quand même durer probablement 1 heure. Mettez-vous à l'aise. Euh, donc vous allez candidater, puisque je vous dis, on est dans un système sélectif. Et une des clés pour aussi rendre cette candidature moins stressante, parce qu'on sait combien pour vous c'est difficile, combien pour les étudiants et leurs familles, c'est dur ce moment du choix et de savoir comment on décode le système Parcoursup. Et c'est terrible. Et nous, on voudrait quand même contribuer à détendre l'atmosphère si c'est possible. Au moins l'heure qu'on passe ensemble. Après, chacun fera ce qu'il veut, mais que vous ayez une compréhension peut-être plus fine de ce qu'on attend et que donc, d'une certaine manière, vous puissiez, si vous candidatez dans notre école, candidater avec une plus grande conscience des spécificités de cette école, parce que je disais, il y a 20 écoles nationales supérieures d'architecture en France. Elles ont toutes des particularités. Elles sont toutes bonnes, on y reviendra, mais elles ont toutes des particularités, ou chacune des particularités. Et il faut que votre candidature, elle soit contextualisée, qu'elle soit vraiment liée spécifiquement au caractère de chacune des écoles dans lesquelles vous voudriez aller. Et ça ne peut pas rester des arguments strictement de géographie, de proximité. Ça doit être des arguments de fond. Ça doit être à la fois sérieux et léger. C'est ça qu'on va essayer de faire durant cette heure qui vient. Et donc, pour parler des couleurs de l'école, une des couleurs particulières de l'école d'architecture et de paysage de Lille, c'est justement ce mariage peu courant entre architecture et paysage. Première question d'ailleurs, qui d'entre vous connaît le métier d'architecte paysagiste et est intéressé à entamer des études d'architecture du paysage, qu'ils osent se déclarer? C'est pas une seulement. Tu fais bien de le dire parce que donc vous savez qu'on ouvre 100 places en première année en archi, 35 en paysage, et on a beaucoup moins de candidatures proportionnellement en paysage qu'en architecture, parce que c'est une discipline méconnue, c'est un métier relativement neuf qu'on confond souvent avec jardinier, horticulture et des choses comme ça, alors que pour moi, c'est un des métiers vraiment d'avenir. C'est un métier, si vous hésitez entre plein de choses, je pense que capitaliser sur des études en architecture du paysage, c'est un super, super bon placement.
Ce sont des études passionnantes, on va revenir sur le détail, mais c'est aussi ça va répondre aux besoins massifs, je crois, de la société de demain. Et donc, vous ne faites pas des études pour satisfaire aux besoins de la société d'aujourd'hui, vous allez faire des études pour satisfaire aux besoins de la société à venir. Et donc, il y a beaucoup de points communs. Donc, si vous aimez l'idée, parce qu'à mon avis, en plus de l'architecture, beaucoup d'entre vous ne savent pas grand-chose. Mais si vous avez l'intuition que l'architecture est cette problématique de l'architecture du projet, donc de l'idée de concevoir, de créer, c'est quelque chose qui vous motive, eh bien, dites-vous que le faire sur le paysage ou le faire sur l'architecture, et j'espère ne vexer personne, c'est de la même nature. Et donc, ça pourrait être, pour des jeunes gens aujourd'hui, une très belle découverte que celle d'architectes paysagistes. En France, le titre protégé, c'est paysagiste concepteur, mais c'est un magnifique domaine à découvrir et à connaître. Et donc, nous, on est une école qui fait de l'architecture, la base, et puis du paysage depuis moins longtemps, et qui est aussi engagée maintenant dans un master en urbanisme avec l'Institut de géographie de l'Université de Lille. Et donc, c'est là aussi une couleur, des couleurs spécifiques de notre école. Et donc, quand vous allez, je vais être très concret là, rédiger votre lettre de motivation, parlez de ça, parlez de cette multidimensionnalité du design, de la conception et du projet. C'est peut-être une clé pas débile. Je parlais donc c'est une école qui dispense les formations en architecture depuis 1977, paysage 2004, 2020 pour l'urbanisme, donc une école qui est quand même en évolution et qui entend comme ça répondre aussi aux besoins de la société et aux attentes des étudiants. Quelques chiffres, pas pour les chiffres, mais pour parler peut-être quand même plus de l'échelle de l'école. Quand on choisit une école, on choisit un contexte, des contextes, on choisit aussi, par exemple, et souvent sans le savoir, mais donc c'est bien mieux que vous le sachiez, que vous puissiez aussi mettre peut-être ça dans vos lettres de candidature, c'est l'échelle de cette institution dans laquelle vous arrivez. Ici, en étant moins de 600 étudiants, on est en architecture, en étant, non, moins de 400 étudiants en architecture, pardon, 173 en paysage et 12 doctorants, ça vous donne une échelle qui est quasiment encore familiale. Il y a un enseignement qui est très personnalisé. Les étudiants eux-mêmes se connaissent entre générations, entre promotions, les enseignants connaissent les étudiants, et donc ça donne quand même un caractère d'accompagnement qui est particulièrement rare encore aujourd'hui par rapport aux grandes facultés et tout ça. Et donc, c'est un dispositif qui présente quand même cet intérêt-là. Ce sont aussi 144 enseignants, et donc ça vous dit aussi la multiplicité des regards qui sont proposés aux étudiants, et le fait qu'on est quand même pas mal doté, même si évidemment ce n'est pas 144 enseignants temps plein, c'est quand même un panorama d'enseignants assez vaste et complet. Nous formons aussi, on y reviendra, à l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en nom propre. C'est donc une 6e année d'architecture qui permet, et c'est la condition sine qua non pour exercer en tant qu'architecte profession libérale et être inscrit à l'ordre des architectes. Et nous avons aussi une administration. Les formations principales de l'école, ce sont, et c'est très important de le dire, 2 diplômes d'État. À côté de la myriade d'écoles privées qui fleurissent partout et qui délivrent des diplômes à 2 balles, ici, on a un vrai diplôme d'État. Ça a son importance quand même, quand on va consacrer 5 ans de sa vie à des études supérieures, de savoir qu'au final, on a quand même un diplôme qui a du poids en France, qui a du poids en Europe et ailleurs. Et donc, vous avez quand même une garantie de quelque chose de très sérieux, tant en paysage qu'en architecture. Les 2 cycles ne sont pas exactement symétriques, puisque architecture, ce sont 3 années de licence et 2 années de master, alors que paysage, ce sont 2 années dites préparatoires, un concours et 3 années de diplôme d'État en paysage. Donc c'est 5 ans au total pour les 2, mais c'est un peu asymétrique. On forme donc un master en 1 an pour les architectes, les étudiants architectes qui ont pris des options en urbanisme. En 1 an, ils peuvent en plus devenir urbanistes. Et vous voyez le titre de cette formation en urbanisme,
ça vous concerne peut-être, vous avez l'impression que ça ne vous concerne pas, vous qui allez entrer en première année ou d'archi ou de paysage, mais en même temps, là encore, quand on parle de la couleur d'une école qui fait une formation avec des géographes de l'Université de Lille en conception et maîtrise d'ouvrage urbaine alternative, ça dit bien aussi un positionnement, c'est-à-dire que certes, nous sommes une institution, mais en même temps, une institution qui fait douter des institutions, dirons-nous, pour être un peu provocateur. Et cette année, en alternance, puisque vous devez être inscrit en agence et suivre des cours pour cette habilitation à la maîtrise d'œuvre en nom propre. Là aussi, vous allez trouver que c'est très loin de vos préoccupations parce que vous allez entrer en première année. Qu'est-ce qu'on vient vous parler en première année de recherche? Eh bien, oui, l'architecture et un des débouchés même des études d'architecture, c'est aussi de faire de la recherche, tant en conception, en territoire, en histoire, en matérialité. Et ça aussi, donc, ça colore l'école. De savoir qu'il y a un laboratoire et des spécialités du laboratoire, ce n'est pas la même chose dans toutes les écoles d'architecture françaises. Et donc, quand vous ferez votre lettre de motivation, avoir une attention à cette tonalité que donne la recherche dans telle ou telle école, c'est important parce que vous devez bien vous douter que l'enseignement, y compris en première année, il va être coloré de ce qui se fait même dans la recherche de cette même école. Ce qu'on veut que cette école soit, et Hélène, en tant que présidente du CA, vous le redira probablement, c'est que cette école soit ouverte, et vous verrez, ouverte dans plein de sens du terme différents. Et j'ai pris un mot un peu con, mais en même temps, pourquoi pas, agréable. On s'efforce le plus possible que la vie d'étudiant ici soit heureuse et de lutter le plus possible contre les douleurs de toutes sortes inhérentes aux études et aux études supérieures et d'architecture. Mais je pense ici être dans un contexte, et vous le voyez, ne fût-ce que les bâtiments dans lesquels et le contexte physique dans lequel on est, il est, je crois, extrêmement favorable. On est près de Lille. En même temps, on n'est pas tout à fait dans l'île. Vous avez, je ne sais pas, la plupart d'entre vous peut-être pris le métro. C'est 15 minutes de métro par rapport à l'hypercentre de la ville. On est dans un contexte verdoyant, dans une ville neuve, Villeneuve d'Ascq, qui est elle-même un terrain d'expérimentation, qui a été un terrain d'expérimentation et un terrain d'exploration aujourd'hui pour les étudiants, qui est extra, culturellement très riche. Donc, on a le meilleur de la grande ville et des périphéries. On est vraiment, je trouve, à cet égard, très, très bien lotis. Et dans un contexte de bâtiments qui ne sont pas royaux, mais en même temps, et entre autres avec l'image de gauche, la nouvelle transformation qui a été faite, on est dans un contexte, y compris bâtimentaire, qui est de très grande qualité. Détail et pas détail, mais donc on a aussi, par exemple, vous l'avez peut-être visité ou vous allez le visiter, une très grande halle au bout des bâtiments qui s'appelle l'atelier échelle 1, c'est-à-dire qu'on peut réaliser les choses à l'échelle à laquelle elles existent et pas, comme pour le projet d'architecture ou de paysage, des réductions. Ici, c'est à l'échelle 1 des étudiants et c'est de plus en plus la volonté, le goût des étudiants de passer à l'acte, de construire et donc des expérimentations avec de la terre, de la paille, du béton, des imprimantes 3D, du bois. Et donc on a là un terrain d'expérimentation réel, physique, une opposition, une réflexion sur la matière, les matières qui n'est pas dans toutes les écoles. Et donc ça, c'est aussi une qualité particulière. Les abords de l'école qui sont un terrain d'expérimentation, on y reviendra, la bibliothèque richement dotée, labo photo. Donc c'est aussi vous montrer l'étendue des préoccupations dans une école architecture, paysage et urbanisme. C'est une école qui est ouverte aussi sur le monde. Elle est ouverte sur son contexte immédiat, elle est ouverte en interne, elle est ouverte sur le monde. Et je prends toujours cette carte un peu, comment je dirais, en boutade presque, parce que ça, c'est la manière dont l'école se vivait jusqu'à peu dans les brochures de présentation. On était comme une école périphérique. On est périphérique si on se contente de regarder les limites de la France. Mais si on dézoome un peu, en fait, on est central. On est central en Europe, on est central dans une des parties d'Europe les plus palpitantes, en tout cas pour ceux qui s'intéressent à l'architecture et au paysage. Vous avez dans un cercle de 200 km autour de Villeneuve d'Ascq ici, un patrimoine que vous n'avez nulle part ailleurs. Vous avez toute l'histoire de l'architecture, depuis le Moyen Âge jusqu'à l'architecture la plus actuelle ou l'architecture du XXe siècle,
Vous avez tout ça à portée de main. Donc, si vous étudiez ici et que le week-end, vous prenez les transports en commun, en plus, on est très bien alliés, vous pouvez visiter des choses extraordinaires aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique, en Angleterre. On n'a pas mieux. Des 20 écoles d'architecture françaises, il n'y a pas une localisation qui est plus complète que la nôtre à cet égard. Une autre chose intéressante, je trouve, c'est qu'on est dans un processus de rapprochement avec l'Université de Lille. La manière dont c'est fait aujourd'hui, c'est que nous sommes et nous restons une entité tout à fait autonome, mais en même temps, on peut émarger à une série de possibilités de collaboration avec cette énorme université de quasiment 70 000 étudiants de Lille. Et donc, on a à la fois l'avantage de la petite échelle et en même temps, on peut penser avoir, même si ce n'est pas complètement réalisé, parce que c'est encore assez neuf, les avantages d'une structure plus importante. Et puis, des collaborations multi-transdisciplinaires de plus en plus. Et je pense que ça, c'est aussi très important pour juger de la qualité et de la couleur d'une école. C'est aussi une école, je disais, très ancrée dans son contexte, mais aussi très active. Donc, on ne se borne pas à faire de l'enseignement, à créer des spécialistes de l'architecture et du paysage. Non, et ça, on le fait avec les étudiants et ça les passionne terriblement, c'est qu'on fait des actions et on fait des projets qui répondent à des attentes. Je ne vais pas utiliser le mot de commande parce qu'on n'est pas un bureau d'études, mais à des attentes. Ici, c'était la semaine, il y a 15 jours, une semaine écologie, une semaine où tous les étudiants de toutes les années sont mélangés sur des thèmes des écologies et où, entre autres, le workshop qui est symbolisé ou représenté par le grand râteau qui est là, les étudiants sont descendus, une centaine d'étudiants, dans une zone périphérique ici, qui était complètement négligée par les pouvoirs publics, et ils sont allés non seulement défricher la friche, mais en même temps ont été découvrir et fait des apprentissages sur le relief, sur l'hydraulique, sur la botanique et des choses comme ça, et sont passés après à une phase de projet. Donc, il va y avoir quand même une sorte de proposition qui pourra alors être, je ne sais pas, réopposée au pouvoir public pour tenter d'essayer de changer le sort de cette partie de ville qui nous concerne quand même presque immédiatement. D'autres projets que je n'ai pas illustrés, mais Hélène, par exemple, dans ses cours d'art plastique, fait avec les étudiants des scénographies pour l'Hospice Comtesse ou pour le Musée des Beaux-Arts de Lille. Et donc, il y a souvent un caractère à la fois réaliste, mais j'aime pas trop ce terme-là parce que ça donne aussi un côté presque trop utilitariste. Mais donc il y a un vrai commanditaire, il y a une vraie question, il y a des vrais impératifs. Et nous, avec la liberté académique qui nous est donnée, la liberté pédagogique, on n'est pas obligé de les suivre, on n'est pas, je vous dis, un bureau d'études, on n'est pas obligé de les suivre au pied de la lettre. On peut les critiquer, on peut les discuter. Et c'est ça qui est très gratifiant et porteur pour l'enseignement de notre école. Ici, c'est un projet, un concours qui avait été gagné par l'école il y a 5-6 ans, un concours international Solar Décathlon, et qui était voilà, la construction d'une maison témoin de ce que bah, les maisons traditionnelles années 30 des environs ici doivent devenir face à la transition écologique. Et ça, ce sont, dans la partie plus paysage, des journaux publiés par l'école, par les étudiants et les enseignants, à partir d'ateliers qui ont eu lieu à l'initiative ou en tout cas en collaboration avec des autorités locales, des mairies, les habitants. Et donc, les étudiants ont dû aller rencontrer les habitants, dû faire des présentations publiques, dû discuter, être contrariés. Et donc, ils font un apprentissage quand même multi-échelle, multidisciplinaire, qui est très, très prenant et très formateur. Les étudiants, je trouve ici, gagnent en maturité à une vitesse qui est assez dingue. C'est magnifique de voir des étudiants qui arrivent en première année un peu timorés, un peu timides, et puis qui deviennent vraiment des adultes pleins et entiers. Ça, c'est une recherche qui est menée dans le bassin minier et qui, figurez-vous, la chercheuse vit depuis 4 ans sur son terrain d'analyse, sur son terrain de recherche, et aide une société de logement et tous ses habitants qui vivent dans des conditions quand même assez difficiles, à eux-mêmes pouvoir transformer leur logement pour les mettre aux normes
utile, je dirais aujourd'hui. D'autres projets engagés pour la qualité du logement de demain, donc plein de partenariats aussi qui font que l'école est, je pense, utile à son contexte et surtout utile à ses étudiants pour leur apprendre le plus vite possible, le mieux possible et de la manière la plus complète possible ces magnifiques disciplines que sont l'architecture et le paysage. Je vais céder donc la parole. Hélène, tu fais un petit mot de bienvenue en tant que présidente du CA et enseignante des moyens d'expression. Oui. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Je voulais revenir sur le fait qu'on a quand même pas mal de partenaires territoriaux à l'école. On travaille, par exemple, donc, Pablo vous le disait à l'instant, avec le bassin minier. Donc ça, c'est une chaire partenariale qui existe maintenant depuis plusieurs années, qui est un des axes importants de l'école. Donc, qu'est-ce que c'est l'habitat dans le bassin minier et comment on peut travailler dessus, le faire évoluer pour les années à venir et évidemment, notamment dans un rapport à l'économie d'énergie. Je voulais revenir aussi sur ce concours qui s'appelle Solar Décathlon, qui n'a rien à voir avec l'entreprise Décathlon, que l'école a remporté il y a 5 ans, qui est un grand concours, qui est un concours européen, qui est un concours qui allie plusieurs écoles. Et on était la première école à travailler sur de la réhabilitation et pas sur du bâtiment neuf. Et l'idée, c'est de fabriquer, le pourquoi du concours, c'est de fabriquer un bâtiment en général donc neuf, à très faible émission d'énergie, voire à énergie positive. Et nous, on s'est dit, en fait, on a un habitat du Nord que vous connaissez sans doute, qui est ces maisons dites 1930, qui ont déjà vécu presque un siècle et qui vivent plutôt bien. Et comment on peut les rénover pour les faire vivre encore plusieurs siècles. Et ce bassin d'habitation, qui est un croissant de tout le nord de l'Europe, on a des étudiants qui ont bossé pendant plusieurs années sur la rénovation énergétique de ces bâtiments, à l'échelle de l'habitat et à l'échelle aussi des îlots. Et donc, on a, contre toute attente, et avec un budget quand même minime, remporté ce concours. Donc ça, c'était quand même une super nouvelle et un très gros investissement pour nos étudiants et nos enseignants. On travaille aussi beaucoup en partenariat avec la ville de Lille. Alors là, par exemple, Cédric et moi, on est engagés sur un projet à l'international avec le Sénégal, parce que Lille est jumelée avec Saint-Louis. Et donc, on travaille pour la 3e année consécutive sur la rénovation d'une école primaire à Saint-Louis. Voilà, donc là, on est un peu avec les étudiants, les mains dans le chantier, dans comment on construit en terre. Donc, on va avoir dès le début février un nouvel atelier terre où on va apprendre à faire des briques de terre crue. Et puis après, on élève des murs avec ça. Et puis après, on voit comment on applique ça à Saint-Louis avec toutes les contraintes sur place bioclimatiques. C'est pour vous montrer un peu l'étendue de nos partenariats qui sont à la fois très larges et qui dépendent aussi des appétences des enseignants à trouver des liens ici et ailleurs pour se développer. Comme le disait Pablo, moi, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je travaille avec le Palais des Beaux-Arts et l'Hospice Comtesse sur des scénographies. Donc la prochaine va avoir lieu, on a travaillé là à l'automne avec les étudiants de 3e année, donc dans le TD d'art plastique, et l'exposition aura lieu à l'automne 2024. C'est une exposition de tapisserie. Et voilà, on a fait avant une exposition de photos, on a fait plein d'expos, scénographies d'expos différentes. Et ce qui est intéressant, c'est exactement ce que disait Pablo, c'est qu'on n'est pas un bureau d'études, on répond à une commande, mais avec toute la liberté qu'on peut avoir de venir chambouler les conservateurs et leur dire, non, peut-être que ça ne va pas. Et enfin, donc, c'est vraiment un travail collégial qui est très enrichissant pour les étudiants. Je pense qu'on reviendra après là-dessus, mais il y a quand même le fait qu'on est évidemment inscrit dans le réseau Erasmus, avec tout un ensemble d'écoles partenaires. Et donc, les étudiants partent le plus souvent au niveau du Master 1. Donc, ça arrive aussi des fois en licence 3, mais souvent, c'est plutôt en Master 1 qui partent passer 6 mois ou 1 an à l'étranger.
Au niveau des arts plastiques dans l'école, on est vraiment sur, donc on intervient, principalement en licence et un petit peu en master. On est vraiment sur la formation, du regard, sur, développer chez l'étudiant un regard critique sur le monde qui l'entoure et on dit que souvent qu'un bon étudiant, c'est un étudiant qui répond à une question par une question. Donc voilà, il y a ça, c'est un truc que j'ai toujours entendu, en arrivant ici. J'ai l'impression que c'est assez vrai. Si je pouvais vous donner quelques petits conseils pour votre lettre de motivation, parce que, bah, on en lit chaque année et donc depuis, 14 ans que je suis là, bah, voilà, je les écume. Je pense que ce qui est important, c'est de nous dire pourquoi vous choisissez cette école. Et alors nous dire que vous choisissez l'école de Lille parce que, Lille, c'est une super ville, c'est bien, c'est vrai, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire nous, on a besoin de savoir pourquoi cette école et alors là, vous êtes ici aujourd'hui avec nous, donc vous allez voir, vous avez déjà vu certaines des choses qui se passent dans l'école. Parlez-nous-en, racontez-nous ce qui vous a plu aujourd'hui, pourquoi vous choisissez cette école. Si la visite des journées portes ouvertes ne vous a pas suffi, allez voir le site, regardez le parcours des études. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ces études qui particulièrement vous intéresse? Ça, c'est important qu'on sache ça. Après, ce qui est important de savoir, c'est quels sont vos centres d'intérêt. Est-ce que vous aimez lire? Est-ce que vous aimez voyager? Est-ce que vous aimez voir des expos, voir des films? Ce que vous voulez, mais qu'est-ce qui vous intéresse? Qui vous êtes? Et pourquoi vous venez vers nous? Voilà, qui vous êtes en tant que futur étudiant. Vous avez quand même vécu déjà 18 ans, au moins, ou 17, 18 ans. Donc vous avez plein de choses à raconter. Et nous, on a envie de savoir ça. On a envie de comprendre qui vous êtes pour savoir quel étudiant vous allez pouvoir être avec nous. Et puis, alors souvent, je ne sais pas si ça y est toujours, mais il y avait la possibilité de décrire un bâtiment que vous avez vu. Bah ça peut être aussi une bonne approche. C'est-à-dire, ça peut être une expo, voilà, je suis allée visiter telle expo et ça m'a plu pour telle et telle raison. Mais ça peut être aussi un bâtiment, voilà, dans la gare Lille-Flandre, je ressens ça, il se passe ça et ça me plaît. Ou alors, quand je vais en bord de deux, là, cet endroit-là précis, ben, ça m'émeut pour telle et telle raison. Essayez de nous expliquer pourquoi. Juste pas dire. Parce qu'en études supérieures, la grosse différence, je crois, avec le lycée, c'est qu'on sort du j'aime pas. On ne peut pas débattre quand on dit j'aime pas, ça ne va pas très loin. Mais par contre, si vous nous dites j'aime pour telle et telle raison, là, on va commencer à pouvoir discuter. Et c'est ça ce qu'on recherche chez nos futurs étudiants. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage pour ce parcours du combattant qui est Parcoursup. On en a bien conscience et on espère vous voir avec nous dans les futures années. Hey. Alors, non. Avec les petites flèches avalées. Je profite d'intervenir juste après Hélène Marcos, qui s'est présentée en tant que plasticienne et qui vous a parlé des arts plastiques, comme si ça allait de soi. Ça va pas de soi. Tout à l'heure, on parlait un peu des spécificités des différentes écoles d'architecture ou écoles d'architecture et de paysage en France. Il y a plein d'écoles dans lesquelles il y a pas d'art plastique. Donc moi, je voudrais insister là-dessus, c'est-à-dire que Pablo vous a, vendu l'école brillamment, en parlant de sa situation, en parlant du paysage, en parlant de l'atelier échelle 1. Moi, je voudrais insister sur le fait qu'il y a de l'art plastique dans cette école et il y a des sciences humaines et sociales. Je le dis avec d'autant plus de, comment dire, de conviction et d'engagement sur ces deux sujets-là que j'ai enseigné dans une autre école dans laquelle vous allez probablement aussi postuler, j'imagine, qui est Paris-Est, hein, Marne-la-Vallée. Dans cette école, il n'y a pas ces disciplines, par exemple. Vous voyez, donc c'est aussi une façon de vous dire qu'il faut que vous regardiez ce qui se passe dans les différentes écoles, hein, pour voir là où vous voulez postuler et être capable de dire pourquoi. Vous voyez, dans cette école, en l'occurrence, on a ces deux disciplines qui sont là. Et si nous, on a fait ce choix-là, parce que c'est un choix, vous comprenez bien qu'il y a un tronc commun, on a quand même des obligations, on forme des architectes et des paysagistes, il y a un tronc commun, mais malgré tout, on fait des choix. Alors, on fait ces choix-là, ça se fait au détriment d'autres disciplines, vous en doutez bien, le nombre d'heures n'est pas extensible à l'infini. Et du coup, ça me fait aussi dire que pour tous ceux qui se posent la question, il n'y a pas de maths,
Il n'y a pas de physique dans cette école, c'est pas un enseignement scientifique. D'accord? On s'intéresse, évidemment à des phénomènes physiques. On se pose la question de savoir comment l'eau s'écoule, on se pose la question de savoir comment une structure tient. Vous voyez, on se pose des questions assez concrètes comme ça, mais on les aborde, de toute façon plus, à travers un enseignement, on va dire phénoménologique, c'est-à-dire à travers l'expérience, qu'à travers, du calcul. Vous voyez? Alors, je sais bien que beaucoup d'entre vous ont ça en tête parce que c'est ce que vous racontent les conseillers d'orientation, j'imagine, mais c'est plus le cas depuis 20 ans. OK? Moi, j'ai subi ça quand j'étais à l'école, dans cette école en l'occurrence, mais ça fait, bien longtemps, que ça n'existe plus. Ici, en tout cas. S'il y a des matheux dans la salle, ils ne s'enfuient pas Ouais. longtemps. On n'est pas non plus. Parce que parfois, on a l'impression qu'on rentre trop au champ vers les matières littéraires, on exclut des matières scientifiques. Pas du tout. Ce qu'on veut nous mettre en évidence, c'est qu'on est ouvert sans doute à plus de choses et plus de choses que ce que les conseillers d'orientation et autres peuvent laisser penser. Donc, quand vous avez regardé, j'imagine en détail, les contraintes ou les paramètres de Parcoursup qui sont mobilisés ici, vous aurez peut-être été étonné de voir que ça n'était pas physique, maths et compagnie. Mais donc, ça ne vous empêche pas. J'ai vu quelques mines déçues quand Cédric a dit pas de maths ici. Ça n'est pas du tout non plus un problème, loin de là. Simplement, nous, on veut des gens qui soient passionnés dans leur discipline, quelle qu'elle soit, même les maths. Je fais juste ce petit. Oui, oui, non, mais parce que de la même façon, il n'y a pas de cours de français non plus, il n'y a pas de cours de philo. Enfin, vous voyez, on a plus toutes ces disciplines-là. Pour autant, on saura travailler avec avec nos futurs étudiants en tirant le maximum de leur propre qualité. Ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que effectivement, peut-être que mon propos aura été mal compris. Ce que je veux dire par là, c'est que, et je réponds par anticipation à des questions qui nous sont régulièrement posées, mais nous, on n'attend pas comment dire, de candidats qui viennent d'une filière en particulier. J'irais presque j'irais presque jusqu'à dire l'inverse, c'est-à-dire qu'on attend des profils disparates, singuliers, etc. La richesse du corps étudiant vient de sa diversité et de sa complémentarité. Voilà, mais je suis là pour vous parler du S1 surtout. Donc je vais vous parler du S1 et je vais vous parler donc je vous parle du S1. Alors le S1 c'est pour le semestre 1, donc ce semestre inaugural. Pour que vous compreniez un peu où vous allez mettre les pieds, et pour autant je vais pas faire une liste à la Prévert en vous détaillant tout le programme de ce semestre. Alors là, vous voyez, ce sont deux couvertures d'un petit livret qu'on distribue aux étudiants en début de semestre chaque année. Ce petit livret, il détaille tout. D'accord? Donc, si vous rentrez à l'école, vous l'aurez. Et comme ça, vous aurez tout le programme. Mais pas simplement ça. C'est-à-dire que ce petit livret, c'est aussi un espèce de contrat entre vous et nous, dans lequel on vous dit ce qu'on attend de vous, mais aussi on s'engage sur tout. C'est-à-dire on s'engage sur un programme, on s'engage sur des enseignements, on s'engage sur des modalités d'évaluation qui sont connues dès le début du semestre, etc. Le titre, on l'a appelé l'entrée en matière. Alors, il y a un petit jeu de mots là-dedans, évidemment. L'entrée en matière, c'est quoi? C'est de nouvelles matières pour vous, de nouvelles disciplines et de nouvelles modalités d'enseignement. Bon, les nouvelles matières, les nouvelles disciplines, évidemment, il y a plein de choses que vous n'aurez jamais vues jusqu'à présent, et c'est bien normal, on est là pour vous les apprendre. Vous allez entendre parler de paysage, vous allez entendre parler de structure, vous allez avoir des cours d'histoire, de l'architecture, des cours d'histoire de l'art, enfin voilà, plein, probablement pour la plupart d'entre vous, plein de nouvelles disciplines. Et puis, dans les modalités d'enseignement, vous allez avoir des cours magistraux, comme on est en ce moment. Alors un peu plus, vous allez être plus nombreux que ce à quoi vous êtes habitués jusqu'à présent. Vous allez passer de 30 à 150, mais les modalités ne changent pas. Vous allez avoir des TD. Et puis, la vraie nouveauté pour vous, ça sera le projet, ça sera l'atelier de projet. Et l'atelier de projet, si j'essaye de le résumer très très rapidement, c'est le lieu et le temps pendant lequel on transforme les choses. On transforme de la matière, on transforme des situations. Et ça va être vraiment ça, probablement
la singularité, au-delà des nouvelles matières et disciplines, la singularité des modalités pédagogiques, peut-être ce qui pourra perturber certains d'entre vous. Et en même temps, c'est probablement ce qui, de mon point de vue, est le plus réjouissant. Enfin, je peux peut-être m'expliquer quand je dis ça. C'est le plus réjouissant, c'est parce qu'on transforme les choses. Et je trouve que c'est vraiment extrêmement agréable de comprendre qu'on intervient sur des situations, on intervient sur la société, on intervient sur tout. Et puis, j'y reviendrai par la suite. C'est aussi probablement ce temps, ce moment où on vient agglomérer toutes ces compétences et toutes ces connaissances. Tout ce qu'on aura appris par ailleurs dans les autres disciplines dispensées pendant ce semestre. Donc ce semestre inaugural, d'abord, je réinsiste là-dessus, il est commun à l'architecture et au paysage. C'est-à-dire que la première année, on fusionne tout. On fusionne les deux promos, promo d'architecte et promo de paysagiste, pardon. Et tous les cours sont mutualisés et tout le programme est fait de sorte à ce que l'ensemble des étudiants puissent apprécier ce qui constituerait les bases, hein, parce que c'est un premier semestre, donc c'est entrer en matière, sensibilisation, ce qui constituerait les bases de ces deux disciplines. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Découverte de nouvelles disciplines, l'acculturation au projet, ça c'est vraiment important. Ces nouvelles méthodes de travail. Je vous invite à vous souvenir de ce que disait Hélène tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est là pour se poser des questions, on est là pour faire des propositions, pour soumettre de nouvelles questions. On est là aussi pour formaliser, pour transformer, etc. Et peut-être que ce qui va être difficile pour vous, c'est dans ce cadre-là, de vous rendre compte, hein, Pablo le disait un petit peu tout à l'heure aussi, de vous rendre compte qu'il y a autant de solutions que d'étudiants. D'accord, et donc, il n'y a pas une solution unique. On n'est plus dans une logique d'exercice, on est vraiment dans une logique de projet. Et puis, vraiment, moi, ce qui me semble, ce pourquoi moi je me bats en tant que coordinateur du S1, c'est comment dire, d'arriver à vous inculquer dès le départ des études, hein, puisqu'on voit qu'en master, c'est encore compliqué, dès le départ des études, que tous les enseignements que vous recevez ne sont pas des éléments autonomes, hein, mais qu'il faut veiller à faire en sorte qu'ils s'investissent les uns les autres, hein, et qu'en tout cas, dans le projet, vous soyez capable de mobiliser tout ce que vous aurez appris par ailleurs. Dit comme ça a l'air très très simple, et pourtant c'est un des écueils principaux, et donc c'est comme ça qu'on a construit construit le S1. S1 qui par ailleurs est constitué de 4 unités d'enseignement. Alors une unité d'enseignement, c'est un petit package dans lequel vous avez plusieurs enseignements et qui sont là, vous voyez, thématisés. Il y en a 4. Alors derrière ces petits noms se cache quoi? Derrière Habiter le rythme, c'est l'unité d'enseignement de projet, d'atelier de projet. Matériaux de conception, c'est là où on va parler de matérialité, c'est là où on va parler de structure, de construction, etc. Considérez le déjà là, c'est l'unité d'enseignement qui s'intéresse aux questions de territoire, de paysage, que ce soit à travers des cours, à travers des TD, etc. Et des récits et des représentations, c'est notamment l'UE dans laquelle intervient Hélène, en art plastique, et d'autres enseignants qui vous apprennent peut-être de façon un peu plus académique, hein, des éléments qu'on pourrait presque qualifier de fondamentaux. Comment on fait une coupe, comment on fait un plan, comment on fait une perspective, vous voyez, des éléments beaucoup plus codifiés. Alors, je vais vous montrer juste quelques photos comme ça pour peut-être pour illustrer un peu le propos. J'imagine que vous êtes allé vous balader un petit peu dans l'école, qui aujourd'hui est toute propre, lustrée, bien rangée et tout. Et quand on est en atelier de projet, ça ressemble à ça. C'est toujours à peu près propre. Non, mais au-delà de la blague, vous voyez, là, on a des étudiants qui dès la première semaine, manipulent, transforment, conçoivent. Vous voyez, on n'est pas dans. Peut-être qu'on pourrait dire ça aussi, c'est-à-dire une des spécificités de cette école, en tout cas en L1, c'est de ne pas être dans une démarche propédeutique. Vous voyez, dans une démarche où on apprend ça, et puis une fois qu'on l'a acquis, on peut passer à l'étape suivante, puis une fois qu'on l'a passé, etc. Là, on aborde tout frontalement dès le début, en admettant, ce faisant,
que rien probablement ne sera parfait et c'est pas grave. La perfection, c'est pas trop le sujet ici. Mais que par contre, on va apprendre comme ça par confrontation, par aller-retour, par regard réflexif, etc. Donc là, vous voyez, je pense que c'était donc dans mon atelier de projet, en l'occurrence, on était en 2e semaine. Et vous voyez, ils ont fait plein de maquettes, ils ont fait des photos de maquettes. Photos de maquettes, vous voyez, c'est aussi important en lien avec ce qui peut être vu avec les enseignants d'art plastique. C'est-à-dire qu'on leur apprend en prenant appui sur ce qu'ils auront vu par ailleurs, à prendre leur maquette en photo et puis regarder ce que peuvent apporter les maquettes, etc. On voit aussi ici des phases de travail collectif. Ça, c'est vraiment fondamental dans ce qu'on peut faire, dans ce qu'on peut faire ici. Euh, les manipulations à l'échelle 1, évidemment, Pablo en a parlé. C'est quand même une réelle spécificité de l'école, hein, et ça qui est dû comment dire, à un programme pédagogique, mais aussi au bâtiment, parce qu'il faut que le bâtiment suive. Lors de la 2e extension de l'école, dans le cahier des charges, il avait été inscrit qu'il devait y avoir un atelier échelle 1. Je ne sais pas si vous êtes allé le voir déjà, vous voyez ce grand local dans lequel on peut manipuler à l'échelle 1, c'est-à-dire, comme le disait Pablo tout à l'heure, on manipule des choses réelles. On n'est plus dans de la simulation, vous voyez, à travers des échelles. Évidemment, on fait du territoire, de l'architecture et tout. Donc, on travaille en général à des échelles qui peuvent être du 50e, du 20e, du 100e. Vous voyez, ça vous parle, les échelles? 1 centimètre pour, etc. Et quand on travaille à l'échelle 1, on transforme réellement de la matière concrète. Donc, ça peut être du bois, ça peut être, on vous parlait de terre crue tout à l'heure, ça peut être du métal, ça peut être du béton avec des imprimantes 3D, ça peut être, vous voyez, plein de choses comme ça. Et ça, on le fait en atelier échelle 1, on peut le faire aussi à l'extérieur, comme sur la photo de gauche. Où là, à travers des éléments filaires, c'est-à-dire uniquement des tasseaux, par exemple, vous voyez, on fait réfléchir, on fait expérimenter plutôt des questions structurelles aux étudiants. C'est-à-dire, vous voyez, on n'est pas là dans des petits calculs, ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on apprend en faisant. Évidemment, ça nécessite un regard réflexif. C'est-à-dire, une fois qu'on a compris que ça tenait, évidemment, les étudiants sont accompagnés, mais après, on regarde et on essaye de comprendre pourquoi et on s'approprie ça et on avance à partir de ça. Vous voyez aussi que là, on n'est pas en atelier échelle 1, on est en extérieur, on est dans le parc qui travaille autour de l'école, puisque vous l'aurez compris, on est en architecture et en paysage. Et ce qui nous intéresse, c'est d'arriver à comprendre comment, ici, par exemple, en installant une petite construction en extérieur, on profite de cette situation et comment, ce faisant, on transforme la situation dans laquelle on s'inscrit. La photo de droite, elle correspond pas tout à fait à l'intitulé parce qu'il ne s'agit pas de travail à l'échelle 1. Vous voyez que là, on a alors, je ne sais pas si vous voyez ou pas d'ailleurs, ce sont des passerelles, donc des franchissements qui font à peu près 1 mètre de long. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est que ça permet donc aux étudiants de savoir comment ça tient, comment on franchit, etc. Et puis, c'est soumis à des charges jusqu'à la destruction pour que les étudiants voient comment ça se comporte, par exemple. Vous voyez, donc on est toujours dans ces logiques-là où on manipule, on analyse et on apprend à partir de ça. Évidemment, on ne fait pas que manipuler, que construire. Ça, c'est une photo en atelier, mais c'est peut-être pour insister sur le fait, ça a déjà été un petit peu dit tout à l'heure, mais que ce qu'on essaye de faire ici, c'est d'articuler la théorie et la pratique, d'articuler les connaissances et les compétences. Ok. Et là, par exemple, on est en atelier de projet, toujours en S1, avec les étudiants, et vous voyez qu'on a exhumé un certain nombre d'ouvrages à la bibliothèque ou d'ouvrages qui nous appartiennent ou d'ouvrages que les étudiants amènent, et puis on en discute. Et puis, ce faisant, on essaie de leur inculquer ce plaisir de la lecture s'ils l'ont pas, mais de leur expliquer aussi comment on va chercher les connaissances, comment on va chercher les références, comment on exploite une référence. Voyez, donc, et ça se fait, voyez, en atelier de projet. Donc, c'est une façon de dire que, à nouveau, cette relation pratique-théorie, cette relation entre l'ensemble des enseignements, c'est un élément fondamental pour nous en S1 et peut-être globalement dans l'ensemble du cursus, mais on insiste là-dedans en S1 en se disant que si on prend de bonnes habitudes tout de suite,
ça servira évidemment par la suite. Voilà, et je vais conclure là-dessus. Parce que je pense que c'est vraiment, enfin, ce sont des éléments importants. D'abord, vous allez faire des études qui sont vraiment passionnantes et on en parle en tant qu'étude, mais le but, c'est pas d'étudier toute sa vie, c'est d'exercer par la suite. Et vraiment, je peux vous le dire en tant qu'architecte qui, quand j'enseigne pas ici, j'ai mon agence à côté, moi, je prends du plaisir tous les jours. Vous voyez, donc c'est quand même pas mal quoi, de se dire qu'on fait un métier dans lequel on prend du plaisir. Évidemment, il faut que ça soit plaisant, y compris pendant les études. Faut pas que ça soit laborieux. On a des études, c'est le troisième terme, qui sont exigeantes, qui demandent de l'engagement, qui demandent de la régularité, qui demandent peut-être aussi d'arriver à travailler en étant moins encadré que ce que vous avez pu être jusqu'à présent. On n'est pas dans une fac, on n'est pas dans une école de 2 ou 3 000 étudiants. Pablo l'a dit, on est dans une école plutôt de taille moyenne et c'est vraiment une jauge qui est intéressante. On est suffisamment nombreux pour qu'il y ait de l'émulation et pas trop nombreux, ce qui permet en général à tous les étudiants d'une promo de se connaître et nous de les connaître. Tout à l'heure, on vous parlait du nombre d'étudiants. On vous parlait du nombre d'étudiants globalement dans l'école. Une promo en S1, c'est 150 étudiants et après ça varie, c'est 100, 120 étudiants. Vous voyez, donc c'est une jauge qui fonctionne plutôt bien. Voilà, mais ça reste exigeant, on va pas se mentir. Ce sont des études supérieures. Voilà. Mais retenez ça, c'est passionnant et c'est plaisant surtout. C'est ça qui est important. C'est vrai aujourd'hui et ça sera vrai quand vous serez sorti de l'école. Croyez-moi. Bon, le paysage, je ne vais pas recommencer à zéro, hein. Donc, il y a des choses qui sont communes. Pour rassurer, si vous ne savez pas compter, vous ne savez pas lire, ça étonne personne. Pourtant, vous êtes nombreux dans la salle à pas savoir le faire. On vous prend quand même. Parce que ce qui est important, c'est de comprendre l'espace. Et ça, l'espace, ça se codifie ou ça se lit autrement que par les disciplines traditionnelles. Par contre, si vous avez des affinités, je suis là pour défendre le paysage, hein, qui est, comme Cédric disait, on est dans une école où on fait des études passionnantes. Le paysage, c'est encore plus passionnant que l'architecture. Si vous avez des appointances avec la géographie et l'histoire, c'est quand même bien. Pourquoi la géographie et l'histoire? Parce que la géographie physique, hein, j'entends, elle parle de territoire. Elle regarde les choses sur les cartes, elle regarde les choses sur des ensembles plus larges. Et donc, en paysage, eh bien, c'est un peu la spécificité de regarder plus large. Et puis l'histoire, pourquoi? Parce que quand on agit sur le paysage, quand on conçoit ou on transforme, j'aime bien ce mot de transformer plutôt que concevoir, on est d'accord, le paysage, eh bien, on rentre dans une histoire en cours. D'accord? Donc, il faut comprendre l'héritage, il faut comprendre ce qu'on transforme. Le paysage, c'est beaucoup plus difficile d'une certaine façon, mais aussi passionnant parce que on travaille, on imagine sur le temps long. Vous comprenez, un bâtiment, il peut s'étudier en 1 ou 2 ans. Si c'est un équipement public, qui va se construire en 2 ou 3 ans, il sera livré. Le paysage, quand vous plantez, il faut quand même attendre 50 ans pour avoir le résultat, par exemple, hein. Donc, c'est pour vous donner des images. Alors, le métier, il y a 2-3 diapos là pour quelle formation pour les études de paysage. C'est quoi le paysagiste? Ce métier, il est quand même méconnu. Donc, c'est une formation qui mène ici au même niveau que les architectes, hein. C'est important de le rappeler, et qui est aussi ouverte à la recherche. Mais c'est une discipline nouvelle. L'école de Versailles a été créée en 71. Après des lois qui demandaient de se préoccuper autrement de l'évolution du territoire.
Et Lille s'est raccrochée en 2004. Il y a très peu d'écoles en France. Il y a Versailles, Bordeaux et Blois. Versailles ayant eu aussi une antenne à Marseille. Mais donc c'est vraiment une spécificité. Et quand on disait jusqu'à présent, on a l'impression, enfin on dit que c'est une école d'architecture et de paysage et pas une école d'architecture ou de paysage. Évidemment, vous venez d'entendre que le semestre 1 est commun. C'est-à-dire que c'est un enseignement ensemble, donc les préoccupations écologiques, de paysage, etc., vont aller de pair avec les préoccupations d'édification, d'architecture. Mais il y a d'autres ponts qui se créent dans le cursus et il y a ce qu'on appelle des ateliers mixtes ou des ateliers en commun qui sont dispensés avec à la fois des étudiants d'architecture et des étudiants de paysage qui font le même exercice pendant un semestre. Alors, par contre, ça, c'est pas forcément évident de comprendre pour vous. Enfin, moi, avant, de l'extérieur, c'est pas facile parce que le cursus, il se fait, Pablo le disait tout à l'heure, en 3 plus 2 plus la recherche, c'est-à-dire c'est le système LMD en architecture, alors qu'en paysage, on est encore dans le process de l'ingénierie, c'est-à-dire 2 plus 3. Ce qui est un peu particulier parce qu'il y a la possibilité, à l'origine, il y avait la possibilité, non, il n'y avait pas la possibilité. À l'origine, on n'entrait qu'à Bac plus 2 pour faire le paysage. Il fallait avoir une expérience universitaire autre ou professionnelle éventuellement pour rentrer. Alors, ce qu'on défendait à l'époque, c'était d'être plus mûr, de comprendre mieux la vie, la société, le territoire, la politique, etc. On rentrait à Bac plus 2. Et depuis plus d'une dizaine d'années, il y a eu une réforme qui fait que maintenant, on peut rentrer à Bac dans un cycle d'études préparatoires en études de paysage. Donc le CPEP1 qui est commun au S1, je vous rappelle. Le CPEP dure 2 ans et ensuite, alors il y a une petite épreuve qui est plus une formalisation qu'autre chose qui permet de passer en DEP ensuite, d'accord, ici au sein de l'école. Il est possible de changer d'école d'ailleurs à ce moment-là, ce qui n'est pas neutre, parce, pour des raisons X ou Y. Hein, et sinon, il est possible aussi, mais on ne vous y encourage pas forcément, d'attendre, de faire d'autres études que le CPEP et d'entrer avec le concours national externe qui est organisé, dont le secrétariat est à Versailles, qui est organisé au niveau national. Donc ça c'est un concours d'entrée à Bac plus 2, d'accord? Est-ce que je suis à peu près clair? Vous faites bien la différence avec l'architecture. Chez nous aussi, ça a déjà été dit, 50% du temps pour les enseignements sont consacrés au projet de paysage. Et je le répète, mais ce sont des éléments très importants de comprendre que dans ces études qui sont spécifiques, dans votre antériorité, en principe, vous n'avez jamais abordé vraiment la discipline de l'espace. Et les préoccupations qu'on peut avoir pour organiser l'espace, pour la société, pour l'évolution de la société. Et donc, en fait, ici, on consacre beaucoup de temps en paysage, 12 heures par semaine, à la différence de 8-10 en archi, pour l'atelier de projet. Et comme l'a dit Cédric, c'est la même chose. Cet enseignement central, il est là pour convoquer, pour faire la synthèse, ce qui n'est pas facile quand on est étudiant, faire la synthèse avec les autres apports pédagogiques, les autres cours, les autres enseignements. Que ce soit des enseignements, des cours magistraux ou des travaux dirigés. Je ne vais pas tout lire. C'est pour dire que le paysage, c'est une discipline très riche qui convoque, qui appelle à des regards sans cesse changeants entre les différentes échelles, entre les différentes logiques de territoire, qu'elles soient politiques, historiques, industrielles.
ou autre, économique, je préférerais dire. Alors j'ai dit industriel parce que je fais une petite parenthèse pour rappeler quand même, parce que ça peut intéresser le public, que pourquoi on a créé, j'ai oublié tout à l'heure, pourquoi on a créé l'école de paysage il y a presque 20 ans. C'est parce qu'on hérite d'un territoire dans le nord de la France, alors je préfère dire le nord-ouest de l'Europe, hein, eu égard à la carte que tu as montrée tout à l'heure, qui a subi quand même beaucoup de crises, qui à chaque fois a subi en premier les assaillants, les guerres, et beaucoup de crises industrielles, beaucoup de crises économiques, le charbon, etc. Ce qui fait que dans cet héritage dont je vous parlais tout à l'heure, on a un paysage qui est un peu démantelé aussi par la façon dont il se reconstruit très rapidement avec toutes les infrastructures, avec des choses qui se sont faites peut-être trop vite et pour lesquelles, pardon, manquait peut-être la pensée sur le paysage. Donc l'île s'est dit, ah oui, puis c'est aussi une école frontalière, donc il y a toutes ces préoccupations qui ont fait que, avant que soit créée la formation paysage, ici, il y avait déjà cette préoccupation de travailler sur la réhabilitation ou l'amélioration de l'image des territoires. La formation est ponctuée par 4 stages en milieu professionnel. Ce que je dis là n'est pas propre au paysage. C'est valable aussi pour l'architecture. Puisque la première année a été commentée en commun, enfin le premier semestre, mais le deuxième semestre aussi est en commun. La seconde année, donc du CPEP, aborde des spécificités, c'est-à-dire que là, on devient un petit groupe. C'est-à-dire que ceux qui ont fait le choix du paysage, on a dit à peu près un tiers, c'est ça, ou un gros quart, se retrouvent dans une promotion plus mince et on aborde d'entrée des disciplines sous forme de mini-ateliers, enfin d'ateliers de 6 semaines environ, qui abordent topographie, limite et échelle et limite. Je répète, la notion d'échelle est très importante. On regarde de loin, on regarde de près, on ne cesse de penser dans un échange entre le près et le lointain, sans cesse. L'espace urbain aussi. Arrêtons de penser que le paysage, c'est seulement la nature. Ça fait partie d'un de mes cours magistrales ici, de dire vous oubliez nature, par provocation, hein, vous comprenez. Le paysage, c'est aussi le paysage de l'industrie, c'est aussi le paysage de la ville. C'est le reflet d'une activité économique de l'homme, et donc il faut le considérer pas seulement dans des champs particuliers. Bien sûr, il y a aussi un autre atelier qui s'intitule Morphologie végétale, donc qui concerne les dynamiques vivantes des plantes et des plantations. Alors, quelques illustrations pour montrer comment on travaille sur, je ne sais pas ce que ça rend, oui, sur la topographie. Je ne peux pas développer trop, mais ce que vous observez là, ce que vous montrez, c'est qu'on travaille vraiment dans l'expérience. L'atelier, c'est un moment d'apprentissage par l'expérience, l'expérimentation. Il faut se tromper pour avancer. D'accord? Donc, l'étudiant est peut-être, il n'est pas seul parce que la promo est plus petite, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, ils sont très encadrés. Mais à un moment donné, c'est pas l'enseignant qui dit ce qu'il faut faire. Comme on est dans un processus de création, ça doit venir de l'individu. Alors, ça sort de manière plus ou moins rapide. Donc, on prend le temps. Et là, vous voyez, il y a un travail sur le relief où on commence, ce que vous voyez en haut, sur la photo en haut, c'est de la farine. On travaille, on manipule de la farine parce que ça va très vite à transformer. On aurait pu prendre d'autres matières, mais celle-là a les avantages d'être très fluide. Et puis après, ça se traduit sur la transformation d'osmotif, vous voyez, sur un secteur qui est réel, qui est le pourtour de l'école. On travaille aussi sur
sur les espaces extérieurs, les abords de l'école, Pablo tout à l'heure parlait d'interventions plus événementielles dans le cadre d'une semaine consacrée à l'écologie, sur la friche, sur les friches qui existent autour de l'école. On a parlé de l'atelier Échelle 1, qui est un atelier couvert pour expérimenter, construire, etc., faire des expériences. Et pour le paysage, bah, c'est l'extérieur. Forcément, c'est l'extérieur, avec des années universitaires qui ne sont pas forcément dans la bonne saison. Je pense au confort et à l'agréable d'être au soleil. Quoi. En juin, c'est pas mal, mais en juin, c'est les examens, donc on est plutôt à l'intérieur. Mais voilà, vous voyez que les étudiants, alors ici ou ailleurs, parfois, c'est lors de voyages, mais en tout cas, on est vraiment en contact avec le sol et ce qu'il peut produire et, et nourrir pour la conception. Semestre 4, donc là c'est au semestre de printemps. Donc je vous parlais de morphologie urbaine, de tout ce qui est urbain, la ville. Vous voyez là devant vous sur cette image une maquette un peu grossière avec du carton, les morceaux de spontex, des éléments qui sont très sommaires, mais qui symbolisent les formes, les volumes. Bâtis et non bâtis sur une ville qu'on propose de transformer. Et vous voyez un travail, mais vraiment de manipulation. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire une maquette de représentation, mais il s'agit de faire une maquette de recherche. Ce n'est pas la même chose. D'accord. Donc, alors là, vous voyez, vous avez l'impression que tout est collé, que tout est fini, mais en fait, c'est un travail qui consiste à manipuler, bouger, jouer sur les hauteurs, les profondeurs, les ombres, les proportions, etc., pour l'espace de la ville. Donc, vous voyez qu'on est dans une expérience qui n'est pas celle de la construction d'un bâtiment sur un terrain circonscrit, mais qu'on est dans une échelle plus large qui s'autorise d'ailleurs à faire des hypothèses sur des terrains qui ne nous appartiennent pas, ce qui nous autorise à faire des hypothèses sur des choses qui sont dérangeantes, qui ne sont pas forcément évidentes ou appelées immédiatement, mais qui convoquent forcément le temps long. Et le fait qu'on on regarde ça, alors si on avait à présenter ça à des élus, et ben, ça les perturbe ou ça les intéresse aussi, bien sûr, parce que on n'est pas dans le créneau d'un mandat électoral. On va plus loin. On a cette liberté. Le semestre 4, c'est aussi sur la morphologie, mais cette fois-ci, la morphologie à partir du végétal, ce que représente l'arbre, sa consistance, ses spécificités, son biotope, son milieu. Le milieu est important. Hein, tous ces milieux urbains ou suburbains qu'on a quand même, comment dire, artificialisés depuis, on va dire, plus de 50 ans et qui aujourd'hui nécessitent d'être reconnus, compris, etc., pour travailler avec une matière qui est celle du vivant, le végétal en premier, mais il n'y a pas que le végétal qui est vivant. Il y a aussi toute la faune. Et donc, c'est travailler avec tout ça, toutes ces problématiques, ouais, toutes ces problématiques écologiques. L'écologie étant une discipline peut-être plus scientifique, qu'on aborde, qu'on intègre dans toutes nos études architecturales et paysagères, et qui, en même temps, vous savez, est enseignée ailleurs dans le cadre d'une ingénierie. Ici, on essaye de comprendre les objectifs de l'écologie, de ce qui nous concerne tous, et d'en faire projet. D'accord. Faire projet, ça veut dire concrètement à quoi le concepteur de la ville, de l'architecture et du paysage peut contribuer pour faire évoluer dans le sens d'une écologie, des objectifs d'une écologie. Voilà, je peux avancer plus vite. En année 3, donc on est passé au DEP, si vous vous souvenez du départ, 2+3. On aborde toujours des échelles de plus en plus larges. Les ateliers sont consacrés au premier semestre, donc au projet urbain, parc urbain. Donc, on regarde de plus loin. Et le périurbain et l'approche en milieu rural pour le
semestre 6. Voilà quelques illustrations. Vous voyez ici l'exemple, c'est celui du parc Saussé qui a été créé dans les années 80, enfin sur plusieurs années par Claire et Michel Corajou. Vous voyez que l'action du paysagiste, là, c'est pas l'action d'un jardinier. Vous faites la nuance, hein. Là, c'est un paysagiste urbaniste, si vous voulez, pour parler plus simple. Semestre 6, ici, autre exemple de projet où on travaille sur une étendue plus large. Je ne me souviens plus exactement où ça se situe, mais vous voyez que la proportion des volumes bâtis dans l'axonométrie ou la petite vue ici est faible et on travaille sur les manières de faire évoluer la forme de ce territoire. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci Jean-Christophe. Bénédicte Grosjean nous a rejoint pour nous parler un peu plus en détail, même si ce n'est pas en trop de grands détails, mais on en a parlé tout à l'heure, de la formation conjointe avec les géographes urbanistes de l'université, et donc la formation Comua, c'est elle qui pilote ça, et elle va nous en dire quelques mots, parce que je vous ai dit aussi, même si ça vous paraît loin, un master, ça colore nettement votre licence 1. Donc j'espère que tous, vous avez bien pris des notes pour, là aussi, vous colorer vos lettres d'intention et vos notes de motivation à l'école, parce que tout ça peut être votre matériel pour ancrer spécifiquement votre demande à l'école de Lille. Oui, bonjour à tous. Voilà, donc effectivement, moi je suis professeure ici dans le domaine ville et territoire. Et ouais, je voulais vous dire un petit mot du coup aussi de l'urbanisme. Donc je reprécise bien, même si visiblement ça vous a été expliqué. Donc là, on vient de vous présenter la formation en architecture et la formation en paysage, qui sont les deux diplômes délivrés vraiment de A à Z, les deux formations délivrées de A à Z dans l'école. Mais c'est vrai qu'il y a cette opportunité et c'est une des spécificités de l'école, c'est une des richesses de l'école. Il y a cette possibilité, on a des liens qui se créent depuis maintenant 4 ans, assez étroits avec la faculté d'urbanisme qui est donc à l'université de Lille et qui est ici cité scientifique, donc à 2 stations de métro. Donc à l'université, il y a la faculté de géographie globalement et d'urbanisme qui délivre un master en urbanisme. Dans ce master en urbanisme, il y a différents parcours. Et il y a un parcours dans ce master pour lequel nous avons été sollicités à l'école d'architecture et de paysage pour l'organiser de manière conjointe. Donc ce parcours, il s'appelle COMUA, conception et maîtrise d'ouvrage alternative. Donc le mot alternatif, évidemment, il est un petit peu vague, mais c'était pour dire qu'on voulait travailler plutôt sur des approches, des méthodologies un peu innovantes, émergentes, sur les collectifs, sur les tiers-lieux, sur tout ce qui est transition. Enfin, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui doivent se penser assez différemment dans les villes. On a parlé de ces territoires aujourd'hui qui caractérisent aussi notre métropole. Enfin, il y a beaucoup de questions, on l'entend à la radio tous les jours sur la question des sols. Donc voilà, c'est une formation, on pense, l'urbanisme qui doit vraiment évoluer, commencer à réfléchir autrement. Donc, on a orienté ce parcours de master assez spécifiquement là-dessus. On est venu nous chercher du côté de la fac parce qu'ils voulaient une approche, un parcours qui était plus spatial, où il y a vraiment du dessin du projet urbain, ce que les autres en parcours de master d'urbanisme ont moins. Et nous, évidemment, on était intéressés à avoir ce partenariat avec le master d'urbanisme pour avoir des débouchés pour nos étudiants, qui est du coup une formation, une formation supplémentaire, mais assez rapidement pouvoir avoir ce diplôme d'urbanisme. Donc maintenant, je vous dis juste comment ça se passe. Donc ce master, c'est un master de 2 ans qui existe comme un parcours à la fac, donc où les autres étudiants peuvent rentrer avec une licence. Ce que nous, on offre, c'est la possibilité de rentrer directement en Master 2 pour nos étudiants, une fois diplômés en architecture ou diplômés en paysage, pour peu qu'ils aient suivi 1 ou 2 modules spécifiques que nous, on dispense pendant leurs études. Une fois qu'ils sont diplômés, ils peuvent rentrer directement en Master 2 dans ce parcours d'urbanisme spécifique qui s'appelle COMUA.
Ce qui fait que si vous calculez rapidement, avec 5 ans plus 1 an, on a un diplôme d'architecte urbain, 5 ans plus 1 an, donc en 6 ans, on a un diplôme d'architecte urbaniste ou de paysagiste urbaniste, doté d'un master en urbanisme. Donc voilà globalement le dispositif qu'on propose et qui est, je pense, il n'y a pas ça dans les autres écoles. C'est vraiment spécifique à cette école d'architecture et de paysage de Lille. Voilà, je pense comme ça pour l'essentiel. Donc, c'est pas la formation dominante, mais c'est vraiment une opportunité qu'on a ici. Parfait. Merci beaucoup, Bénédicte.